Bonjour et bienvenue dans ce magazine de la rédaction, une émission consacrée à l'association Swan Thai, une association regroupant des habitantes et habitants qui achètent du riz et du thé directement aux producteurs en Thaïlande. Retour sur le chemin de cette association avec Patrick Patinier et Émilie Lemaire. Patrick Patinier, bonjour. Bonjour. Émilie Lemaire, bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio pour nous parler de votre association. Ouais. Alors, cette association, j'imagine, Patrick, vous en êtes le fondateur ? Oh oui, cofondateur. L'association, effectivement, a 12 ans d'existence. Nous entamons notre 13e année. Ça commence à faire, hein. Donc, on a commencé tout doucement avec du thé, et quelques membres fondateurs, et on a grossi. Et quand le riz est arrivé, on est passé à un cap bien supérieur. Donc du thé, du riz. Émilie Lemaire, vous pouvez nous expliquer en 2-3 mots le principe de l'association ? C'est quoi ? C'est de l'achat à des producteurs directement ? Oui, c'est exactement ça en fait. Ce sont des producteurs qui se sont regroupés en coopérative. Et donc, le principe, c'est ça, c'est qu'en fait, Swan Thai passe commande directement auprès de ces coopératives donc de riz et de thé. Voilà, et ensuite tout ça transite par voie maritime et distribué ensuite à tous les consommateurs qui font partie donc de l'association. Voilà, donc on a toute l'émission pour un peu revenir sur ça. Mais Patrick Patinier, comment vous avez eu l'idée, en fait, de débuter cette association et cette mise en réseau entre des gens ici buveurs de thé et des gens en Thaïlande producteurs et productrices de thé ? Je suis paysan bio et farouche défenseur de la qualité au niveau des produits. Et je voyais, je suis voyageur aussi depuis de nombreuses années, et je voyais l'agriculture mauvaise, mondialisée, qui s'étalait en Thaïlande, avec les mêmes conséquences qu'on voit aujourd'hui, qu'on a connues en Europe. Disparition des petites fermes. La qualité n'est plus un critère de prix, c'est avant tout la productivité et la quantité. Et donc, premièrement, j'ai rencontré un producteur de thé qui travaillait bien. J'ai dit, écoute, on va essayer de t'aider, modestement à notre niveau, en nous regroupant. À l'époque, on était en pleine bourre sur les AMAP, donc on a commencé le fonctionnement à partir des AMAP. D'accord. Mais j'avais pas une idée préconçue, c'est les rencontres, c'est les événements qui ont fait qu'on est arrivé là. Alors, un petit mot Swan Thai, pour la définition, pour les auditeurs. Swan Thai, ça veut dire jardin thaïlandais. Et on a choisi ce nom il y a 13 ans, effectivement, et complètement d'actualité. Et alors, le thé là-bas, c'est quel genre de thé que ces personnes cultivent et que vous revendez ici avec l'association ? Alors, le thé en Thaïlande, ils consomment surtout du thé oolong. C'est un thé oolong qui est oxydé, je ne vais pas rentrer dans les techniques, et du thé vert. Donc, issu du même plant, Camellia sinensis. Pour ceux qui veulent plus d'infos, on peut leur. Mais alors, la base de l'association, dès le départ, dans les statuts, c'était marqué, hein, la Swan Thai, une association qui soutient en Thaïlande le développement de l'agriculture biologique, coopérative, collective, paysanne. Voilà, c'était en exergue des statuts. Et effectivement, là, on est arrivé à mettre en application, que ce soit pour le thé, pour le riz. Nous sommes assez contents. Mais c'est un travail collectif avant tout. Émilie, est-ce que vous êtes déjà allée, vous, en Thaïlande, les rencontrer, les producteurs ? Eh bien non, malheureusement pas encore, mais on y pense de plus en plus. Effectivement, ce serait très très sympa de pouvoir partager ces moments-là avec eux et les connaître aussi réellement. Comment se passent les relations ? Ça se passe par mail, par téléphone ? Patrick, vous continuez à y aller régulièrement ? Jusque 2020, on y allait tous les ans. On restait environ 2 mois là-bas sur place. On a créé beaucoup de liens. C'est comme ça qu'on est arrivé à rencontrer des gens, avec la durée, à pénétrer dans les familles, dans le travail, dans leurs fermes, etc. Et donc, j'avais la relation là-bas sur place. Et après, donc, on maintient partout des relations par Line, l'équivalent WhatsApp. C'est le WhatsApp européen, là-bas ça s'appelle Line. Donc, on est en relation
permanente, parce que l'association, ça vit, c'est vivant, et c'est tout le temps, et c'est vivant, et tout le temps, il y a des éléments nouveaux, très intéressants. Donc les producteurs de thé sur place, ils sont combien en fait? Ils sont dans Oh une là là. coopérative? Alors, les deux, que ce soit le thé ou le riz, c'est une coopérative. On veut absolument un travail collectif et donc un système collectif qui soit déjà engagé dans des conversions à l'agriculture biologique. Donc on a obtenu ce qu'on recherchait, à mon avis. Ça s'est pas fait en un jour, hein, ça fait petit à petit. Et ils sont environ une soixantaine de producteurs, de coopérateurs dans ce groupe. Hein. Et la spécificité de cette coopérative, c'est qu'elle transforme elle-même son riz, parce que là-bas, son thé, reprenez-moi, son thé, ce qui est pas très courant, parce que c'est quand même les Chinois qui absolument veulent conserver le secret de transformation du thé. En effet. Et vous, Émilie Lemaire, comment vous avez découvert cette association et qu'est-ce qui vous a motivé du coup à la rejoindre? En fait, c'est une de mes voisines qui nous a parlé de cette association. Et voilà, une fois que j'ai adhéré pour acheter en fait le riz, je suis plus riz que thé, hein, moi personnellement. Et en fait, j'ai vraiment été très étonnée de cette qualité de riz. Et ensuite, j'ai reçu des mails, notamment un où on était invité à venir décharger le container. Voilà, c'était, je crois, un mois d'août. Et j'ai dit tiens, pourquoi pas, je vais aller à la rencontre de ces personnes qui ont créé cette énergie et en fait ça s'est tellement bien passé, j'étais tellement bien accueillie, j'ai eu l'impression de trouver une nouvelle famille en quelque sorte avec Patrick et Josiane, sa femme. Alors aujourd'hui, les distributions là de thé et de riz, elles se font sur le Gaillacois uniquement ou plus largement sur le département, la région? Eh bien, on est surpris nous-mêmes. Il y a beaucoup de groupements d'achats qui sont issus d'autres départements que le Tarn. Le mail, notre démarche, qui est vraiment équitable, hein, c'est un échange équitable, ça a beaucoup plu. Et il en part du riz beaucoup dans l'Aveyron, dans le Tarn aussi, dans la Haute-Garonne, dans l'Ariège, dans l'Aude, de côté du Minervois et du Cabardès, là. Et puis ici, il est aussi en Corrèze, en Haute-Corrèze. C'est vrai que ça va loin, donc notre intention, c'était de rester quand même le plus local possible. Mais ça reste toujours notre intention. Ceci dit, on a aussi des personnes qui ont souhaité en Bretagne, voilà, qui ont commandé du riz. On est allé jusque-là, voilà, des gens de famille, de la famille d'adhérents qui ont adhéré aussi voilà, à cette association. Alors pour s'imaginer un peu le chemin que le thé et le riz font, est-ce qu'ils sont récoltés à la même époque et envoyés vers ici en même temps? Non. Pour le thé, il faut compter environ 3 à 4 récoltes par an, cueillettes, hein, en fonction un peu plus resserré au moment de la saison humide, un peu plus étalé au moment de la saison sèche. Le riz, il y a une seule récolte par an, qui a lieu au mois de novembre-décembre. Et ce qui fait que donc pour le riz, nous faisons venir un conteneur par an, qui correspond à cette récolte. Et pour le thé, on fait venir 3 à 4 colis de thé, qui fait que ça correspond chaque fois à une nouvelle cueillette, plus frais. Patrick, quand vous êtes allé là-bas, vous avez participé à des moments de récolte ou de transformation du thé ou du riz? Oui, du A jusqu'à Z, je voulais absolument connaître et suivre le paysan et la transformation. Effectivement, moi je connais tout le process. Là-bas sur place, je connais toutes les personnes, les paysans au niveau de transformation. Je connais même au niveau des autorités au ministère de l'Agriculture qui s'occupent de la certification bio, qui est là-bas, que les produits bénéficient de la certification organique Thaïlande. En tant que paysan, même si on ne parlait pas la langue, on se comprenait très bien. On voyait bien, ils voyaient que je m'y connaissais, et eux et moi, ils voyaient qu'ils comprenaient ce que je voulais, ils comprenaient ce qu'ils voulaient me faire passer comme message.
je connais tout. C'était pour ça que je pouvais le proposer à d'autres personnes en sachant qu'il n'y avait aucun problème. En sachant, donc, il y a plusieurs adhérents, donc pas Émilie, qui sont déjà allés en Thaïlande et qui ont rencontré des paysans. Et ça, c'est vrai que c'est génial. Qu'on ne soit pas les seuls, qu'il n'y a pas un seul ou deux types qui soient là-bas sur place. Donc plusieurs adhérents sont allés sur place. Hein, et le producteur était ravi, fier de leur visite. Qu'est-ce que ça a changé pour eux à partir du moment où ils ont pu commencer à commercialiser vers ici, en fait? Quel impact ça a eu là-bas sur leur outil de production, leur vie, ou que sais-je? Oh là là, on est en plein dans l'actualité. Ça a changé beaucoup. Modestement, nous pensions les aider en prenant un conteneur par an, c'est ce qu'on fait toujours, et en faisant attention de ne pas déséquilibrer le marché local par un prix trop élevé et en prenant une quantité limitée. Voilà, il ne faut pas que ce soit dépendant d'un seul client. Et bien donc voilà, donc avec ce conteneur qui représente peut-être 10 à 15% de leur production, ça fait un tel retentissement en Thaïlande, parce que c'est vraiment un endroit assez isolé, où il n'y a qu'un touriste qui passe par là, c'est en dehors des zones touristiques, hein, et c'est très bien pour ça. Et si ça a changé leur vie, en tant que paysans là-bas, donc ils ont droit à des subventions, des aides, elles sont beaucoup plus faciles à obtenir, et tout s'arrange pour le mieux pour eux. Et dernier élément d'actualité, c'est incroyable, vous êtes assise, Claire, donc les paysans, la société Kubota, leur a offert une moissonneuse-batteuse neuve. La moissonneuse-batteuse pour récolter le riz, du coup? Pour récolter le riz. Parce que depuis notre intervention en 2017, donc, il y avait 2 groupes qui étaient déjà en bio ou en conversion bio. Le fait d'avoir importé du riz, d'acheter du riz, nous sommes passés aujourd'hui à 5 groupes. Donc ça fait en Thaïlande, ça fait un buzz énorme. Je ne sais pas pourquoi. Et cette société Kubota, bien entendu, a des idées un peu arrière-pensées commerciales, mais a offert une moissonneuse-batteuse qui coûte quand même un pognon fou, et à usage uniquement pour récolter le riz bio. Parce qu'auparavant, c'était une récolte qui se faisait manuellement? Avant, il passait par un entrepreneur. Ah, d'accord. Et l'entrepreneur, c'était soit du riz bio, soit du riz non bio, tout était un peu mélangé. C'est fait que l'entrepreneur, il vient quand il peut, quand il veut, avec parfois du riz un peu sec ou un peu humide. Voilà, donc, mais ce n'est pas une demande des paysans, c'est pas c'est le fait de notre action simplement, voilà, d'avoir vendu ça. Et ça leur est tombé tout seul, comme ça. C'était les premières surprises. Et nous, encore plus. Est-ce que les femmes et les hommes font les mêmes tâches pour la culture du riz, ou est-ce qu'il y a une répartition du travail pour les femmes et pour les hommes? Non, c'est un travail collectif, hommes-femmes, il n'y a pas de différence. Je dirais même plus qu'il y a 2 tiers de paysannes. On dit des paysans, mais c'est 2 tiers de paysannes. Et elles sont majoritaires et il y a des jeunes, hein, mais elles font exactement les mêmes types de travail. Comme elles ont une yak, elles ont de la puissance de travail, une force de travail très très forte, hein, très importante. Est-ce qu'elles ne produisent que du riz et ça les occupe suffisamment, ou est-ce qu'il y a d'autres métiers en parallèle ou d'autres cultures en parallèle? Alors, je parle pas beaucoup. Émilie, donc, on a choisi, le hasard a fait qu'on a rencontré cette coopérative. Ce que je voulais absolument maîtriser, c'était l'approvisionnement en eau. Parce qu'en Thaïlande, toutes les rivières sont polluées. C'est comme en France. Hein. Donc, eux, ils ne bénéficient pas d'arrosage artificiel. Le seul arrosage qu'il y a, c'est la pluie de la mousson. Donc, c'était l'avantage pour nous. Mais en contrepartie, il n'y a qu'une seule récolte par an. Et c'est effectivement, à côté de cela, ils font de l'artisanat pour se faire un peu de sous en dehors, après, pour pouvoir vivre au quotidien. Voilà. Artisanat divers, c'est vrai qu'il est fait beaucoup par les femmes. On est ensemble sur Air d'Otan dans le magazine de la rédaction, sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac avec l'association Swan Thai. Émilie, en termes de propositions de riz, il y en a des différentes variétés ou pas? Alors oui, en effet, il existe 3 variétés de riz. Donc le riz blanc, hein, le Home Mali. Il y a aussi le riz qui est
semi-complet, on va dire, qui est aussi de la même variété au Mali. Et on propose aussi un riz noir qui s'appelle le riceberry, voilà. Et voilà, c'est 3 types de riz qui sont tous les 3 très parfumés et d'une qualité vraiment exceptionnelle. Voilà. Vous dites d'une qualité exceptionnelle. D'après vous, c'est quoi les critères de qualité pour dire qu'un riz il est exceptionnel? Enfin, peut-être c'est subjectif, mais... Le choix du riz avait déjà été fait préalablement par les paysans. Ils avaient connu, les anciens, la fameuse révolution verte. On leur amenait des variétés de l'extérieur qui étaient donc complètement exogènes et qui se sont rendus compte assez vite que le niveau de productivité baissait. Par contre, les intrants, la chimie, tout ça, ça montait tout le temps. Et les anciens ont dit, il faut arrêter, il faut revenir à ce qu'on faisait avec la variété de chez nous. Enfin, c'est une démarche hyper intelligente. Et donc, cette variété s'appelle Omali, effectivement, ça veut dire c'est du riz au jasmin, qui est une variété locale, qui est protégée par le gouvernemental et qui ne peut avoir la dénomination Omali que s'il y a 95% de pureté variétale. Donc ce choix a déjà été fait, c'est un choix excellent qu'on a accompagné, c'est pour ça que ça se voit beaucoup plus sur leur démarche qu'on a accompagné pour Swantai. Et alors, en termes de conditionnement, il se vend dans votre association par paquet de 1 kg, 5 kg, 10 kg? Alors, c'est vendu par paquet de 2 kilos. Des paquets, en fait, c'est sous vide. Alors, ce choix a été fait, en fait, par rapport au transport, tout simplement pour ne pas avoir l'obligation de mettre des pesticides pendant le transport, parce que le vrac aurait nécessité dans tous les cas de mettre ce genre de produit, et ça c'était pas du tout voulu par l'association. Voilà pourquoi il y a eu ce choix de pactage plastifié. Et d'ailleurs, à ce sujet, on essaye aussi d'envisager un autre plastique plus durable, on va dire, enfin en tout cas du bioplastique. Voilà, on travaille avec les Thaïlandais justement sur cette question-là, puisque la filière n'est pas forcément très bien développée encore, mais on espère que dans quelques mois ou quelques années, ça sera possible. Et en termes de prix, vous les avez sous les yeux pour nous donner une petite idée? Oui, donc le riz est proposé par paquet de 2 kg à 8 euros le paquet de 2 kg, soit 4 euros le kilo. Que ce soit le blanc, le semi-complet ou le noir, c'est le même prix. Hein. Le prix est déterminé en prenant en compte les différents critères, l'achat, la transformation, le transport, les différentes taxes. Et on arrive à ce prix. Et environ, pour vous dire une idée, 65 à 70% de cet argent reste là-bas sur place. Sur place, c'est récolté et transformé dans un rayon de 30 km. Et le conditionnement est fait manuellement par des gens du village. Le riz, en fait, on le fait sécher avant de l'empacter? Alors, une fois qu'il est récolté, ils peuvent le récolter humide. Ils le font sécher dehors. Ils le posent par terre pendant plusieurs jours. Et ils font sécher, ils brassent, ils referment la nuit, ils réouvrent. Il faut environ 3 à 4 jours. Une fois qu'il est bien sec, ils l'entreposent dans leur silo. Depuis la création de l'association, est-ce que le prix a un petit peu augmenté? Alors, le prix, disons que c'est une approche un peu occidentale, cette façon de voir. Le prix qu'on a arrêté, pour avoir un ordre d'idée, donc, est de 25 bahts. Le baht, c'est la monnaie taille. Le gouvernement assure un prix de 10 bahts et les paysans arrivent à vendre en fonction du marché, dont les prix sont établis à Genève, entre 12 et 15 bahts. En moyenne 15, c'est une monnaie exceptionnelle. Et ce prix de 25 bahts, ce sont les paysans qui ont considéré que c'était un prix rémunérateur, un prix juste. C'est pour ça que nous sommes basés là-dessus. Et voilà, donc, c'est un bon prix. Et d'ailleurs, ce qui a bien percuté au niveau de toute la Thaïlande, au niveau du ministère de l'Agriculture, etc., c'est le prix d'achat. Parce que je crois que nous devons être les seuls, même les associations dites associations de fair trade, associations de commerce équitable, n'achètent pas à un prix aussi élevé, pour moi, à ce prix juste. Parce que nous sommes uniquement des relais de solidarité. Il n'y a aucune démarche commerciale, aucune démarche marchande dans d'autres associations. Émilie Lemaire, vous avez évoqué l'arrivée du container. Du container, merci, le mot m'échappait. Et alors, donc pour ça, vous vous retrouvez entre adhérents
À quel endroit? Chez Patrick Patinier? Oui, c'est ça. En fait, au siège de l'association, chez Patrick, on se retrouve, on est combien, une bonne quinzaine ou non, oui, plus une trentaine, oui. Oh, je sais pas compter. On est, oui, une trentaine d'adhérents à participer à ce déchargement, en fait. Et puis c'est très sympa parce que voilà, c'est en musique. Après, on se retrouve tous ensemble autour d'un bon repas et partagé. Et voilà, l'ambiance est super, donc. Ça, c'est une fois par an? Une fois par an, effectivement, quand le container est arrivé, tout à fait. Donc, les dates sont pas toujours fixes, puisque en fonction des contraintes du transport maritime, c'est pas toujours évident. Notamment, la dernière fois, le container s'est retrouvé bloqué pendant quelques temps. Et donc, il a fallu patienter par rapport à l'année d'avant. Et vous êtes assez nombreux à chaque fois? Les adhérents se mobilisent? Ah oui. On est vraiment, toujours. Moi, je trouve que là-dessus, ça va très très vite. Le déchargement se fait à une vitesse. C'est vrai qu'on a un temps défini par rapport aux transporteurs. Si on dépasse ce temps, faut le payer en plus. Et donc, c'est ce qui est génial, c'est que jusque-là, je crois que jamais le temps a été dépassé. Non. Naturellement, n'est pas qu'un problème. Donc à partir de là, les cartons sont stockés au local et les adhérents des différentes AMAP ou groupements d'achat viennent au fur et à mesure de l'année pour approvisionner leurs différents groupes. C'est comme ça que ça se passe? Ouais. Alors donc c'est vrai que là, une bonne question, Claire, c'est le financement du container. Ça représente quand même entre 40 et 50 000 euros. Et quand on a lancé cette entreprise, on s'est dit, oups, comment on va financer ça? Donc, on a lancé le principe de prêt solidaire auprès des adhérents. Donc, on a rassemblé la somme nécessaire pour pouvoir financer le premier container. Et petit à petit, donc, on rembourse ces prêts solidaires et on bascule dès la première année sur un système de précommande, préachat qui nous permet d'avoir le financement pour le paiement du container. Et petit à petit, on va arriver à... On arrive cette année, à partir de l'année prochaine, je pense, en phase de croisière, si on peut dire, avec un taux de précommande de 50%. Est-ce que votre association a des nouveaux projets au-delà de ceux que vous menez et de continuer évidemment ces actions-là? Est-ce qu'il y a des nouvelles envies, des nouvelles idées, des nouvelles demandes? Nous avons un rêve, I have a dream, comme disaient certains. C'est que notre association, on est au taquet. À 18 tonnes, on est bien. Il faut quand même écouler 18 tonnes. Et on ne veut pas devenir non plus trop important. Après, il faut avoir les moyens humains, les moyens matériels pour stocker tout ça. Notre rêve, c'est de faire en sorte que l'association devienne association ressources pour un autre département qui crée la même chose. Par exemple, un Swan Thai 64, par exemple. On leur donne tout au savoir-faire, on leur donne toutes les relations. Et on les aide au départ, on peut mutualiser le transport, mutualiser certaines choses, et après, qui roulent tout seul. Voilà, notre rêve, c'est de faire ça pour pouvoir aider les paysans, que d'autres départements se lancent. Que l'association essaime ailleurs, du coup. Et par contre, si des auditrices ou des auditeurs nous écoutent et souhaitent vous rejoindre là localement, c'est possible ça quand même? Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il faut rappeler peut-être l'adresse du site? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le site internet. Donc c'est Swanthai81, www.swanthai81.fr. Voilà. Donc Swan Thai, déjà c'est Swan S-U-A-N. Voilà. Et Thai comme la Thaïlande en fait. Exactement. À combien s'élève l'adhésion pour vous rejoindre? L'adhésion est obligatoire, variable de 2 à 10 euros. Elle est annuelle. Voilà, et c'est effectivement, donc, nous sommes une association, nous ne sommes pas des marchanderies.